Il est 17h et bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal que l'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son homologue turc qui lui a présenté ainsi qu'au peuple algérien ses meilleurs vœux à l'occasion de Eid el-Fitr. Arza l'Aïd n'en a pas le goût, l'heure est plus à la crainte qu'à la joie. Certains tentent malgré tout d'apporter un sourire aux enfants, mais les bombardements sionistes continuent et des vies s'éteignent, des familles entières sont décimées. La rue marocaine s'élève contre la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Des milliers de manifestants dans plusieurs villes dénoncent aussi l'agression à Arza, un cri de solidarité qui coïncide avec la journée de la terre palestinienne. Un patrimoine millénaire, Zemmoura et le village d'El-Ghli'a conservent leur héritage architectural et spirituel. Entre mosquées ancestrales et zaouïas encore actives, la région perpétue un savoir transmis de génération en génération. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son frère Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, qui lui a présenté ainsi qu'au peuple algérien ses meilleurs vœux à l'occasion de Eid el-Fitr en souhaitant à l'Algérie prospérité et bien-être. De son côté, le président de la République a adressé ses félicitations à son homologue, souhaitant progrès et prospérité au peuple turc. Les deux présidents sont convenus de se rencontrer prochainement à l'occasion des travaux de la grande commission mixte qu'ils co-présideront. À cette occasion, les deux dirigeants ont appelé de leurs vœux une issue rapide à la tragédie du peuple palestinien frère qui subit les pires formes de génocide de l'histoire. Nous célébrerons Eid el-Fitr demain en Algérie. La Commission nationale de l'observation du croissant lunaire, qui est composée d'oulémas et d'experts du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, réunie hier soir à Dal Imam Alger, l'a annoncé après la non-observation du croissant lunaire, marquant le début du mois de Shawwal. Le premier jour de Eid el-Fitr en Algérie aura donc lieu demain, lundi, comme dans plusieurs autres pays musulmans. Pour d'autres, comme en France, l'Aïd est célébré aujourd'hui. À Paris, Salat el-Aïd a eu lieu tôt ce matin à la Grande Mosquée, en présence de responsables du culte musulman. Un moment privilégié pour notre communauté. C'est aussi l'occasion de se retrouver et de partager nos valeurs. Correspondance signée Afab El-Hochet. C'est dans un silence habité que la journée a commencé, baignée d'une profonde humilité. À l'aube, la grande salle de prière s'est emplie de voix, les psalmodies s'élevant avec intensité, alors que les fidèles affluaient, les rangs se formant lentement avec recueillement. Les gens, ils tiennent à leur religion, ils tiennent à leur tradition et ils tiennent à pratiquer leur culte. Ils viennent jeunes, petits, grands, femmes, hommes, et on est là, peut-être le troisième, voire le quatrième prêche qu'on va faire le prêche de l'Aïd. Et donc il y a cette ambiance conviviale, il y a cette ambiance familiale, il y a cette ambiance spirituelle, si je puis ainsi l'appeler, où les gens ils viennent vers Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce que c'est le jour du grand pardon. Pourquoi? Parce que c'est le jour des grandes rétributions. Dans cette ferveur, les enfants imitaient les gestes des aînés. Leur innocence ajoutait un éclat de joie à la spiritualité du moment. Face à l'affluence, plus de 45 000 fidèles venus de toute origine, la Grande Mosquée de Paris a dû organiser 3 offices successifs en présence d'ambassadeurs de plusieurs pays musulmans. Les tenues étaient éclatantes et les cœurs, eux, étaient unis dans la même élévation. Franchement, ça fait plaisir de voir tout le monde. La communauté est assez importante et les gens se sont pas, en fait, ils n'ont pas fait demi-tour, ils ont voulu rester pour faire la prière, ça fait vraiment plaisir. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah bah c'était très bondé, vraiment, on était tous agglutinés à côté de la mosquée pour rentrer. Mais finalement, bon, après un long moment d'attente, on a pu rentrer et faire notre prière du coup. Vraiment, j'aurais voulu passer l'Aïd avec vous, mais bon, c'est pas possible, il y a les cours. في مسجد باريس نحن فرحين جدا لأنني جاءوا من فرق الجنسية. On a prié, on a fait du doua. Une bonne ambiance à la mosquée, c'est très familial, ça fait plaisir d'être là tous ensemble.
Cette diversité apaisée incarne la vocation de la GMP, celle d'une maison commune pour tous les musulmans de France, quelles que soient leurs origines. Une réalité bien loin de certains discours médiatico-politiques, vivement dénoncés par le recteur lors de la cérémonie du thé de la fraternité, où plusieurs associations ont été mises à l'honneur pour leur engagement solidaire durant le mois sacré, certains avec le soutien du président de la République. Je voudrais peut-être m'arrêter 30 secondes pour parler d'un homme qu'on critique beaucoup aujourd'hui ici en France. C'est le président Abdelmadjid Tebboune, président d'Algérie. C'est lui qui a mis à ma disposition ce lieu qui est à Barbès. Il a mis à ma disposition 2 autres établissements. On ne peut pas admettre qu'aujourd'hui on puisse jeter l'anathème sur l'Algérie et sur son président. Mais au-delà de la communauté algérienne, c'est l'ensemble du climat pesant autour des musulmans qui a été pointé, notamment par la députée Sabrina Sebahi. Le climat était extrêmement difficile, le recteur l'a rappelé, on accuse finalement les musulmans français d'être responsables de tous les maux, la pénurie d'œufs, ça a été rappelé de manière un peu ironique. Je pense que c'est aussi important de se rappeler qu'on vit dans un climat qui est très difficile pour nos concitoyens musulmans, avec un ministre de l'Intérieur qui tient des propos extrêmement graves quand il dit « vive le sport, abat le voile », c'est toute la communauté musulmane à laquelle il s'attaque. Et donc je pense que nous avons intérêt effectivement à rester soudés, solidaires, parce que malheureusement nous avons des heures très difficiles devant nous. Et pourtant, c'est bien la solidarité qui a marqué ce mois de jeûne, un élan porté par des femmes et des hommes qui font vivre chaque jour les valeurs de nos sociétés musulmanes. La Grande Mosquée de Paris a tenu justement à les honorer. Moi, je tiens aujourd'hui à remercier en particulier les gens avec qui j'ai travaillé pendant ce Ramadan. Il y a Kader, il y a Ramzi, la sécurité, il y a tous ces jeunes que j'admire beaucoup, ils vont tellement me manquer. Donc voilà, je suis honorée. Et puis on se dit au prochain rendez-vous l'année prochaine. Les bénévoles et toutes les associations algériennes en France à l'honneur, parce que pendant ce Ramadan, ils ont fait un travail extraordinaire. Et cette récompense, elle les engage et aussi elle les responsabilise à faire beaucoup plus dans les années à venir. Les enfants au centre de nos fêtes n'ont pas été oubliés. Habillés de neuf, les yeux brillants, plusieurs ont reçu des cadeaux pour les encourager dans l'apprentissage de la langue arabe. Un geste simple mais très précieux. Ça symbolise beaucoup, se retrouver avec beaucoup de personnes, se sentir à l'aise. En Palestine, les célébrations ont été assombries par les bombardements sionistes en cours. À Gaza, les rues sont peuplées de tentes et de familles déplacées qui luttent pour trouver à boire et de quoi manger. Sous les décombres des corps que l'on peine à extraire, des familles entières décimées. Cette année encore, les Gazaouis enterrent leurs proches en cette fête de l'Aïd. Certains tentent tout de même d'apporter un sourire aux enfants, mais les bombardements continuent et chaque jour, des vies s'éteignent. Le récit de Sabrina Keshroud avec la correspondance de Wissam Abou Zaïd. Quelle célébration sous les décombres. À Gaza, la fête de l'Aïd n'en a pas le goût. Sur place, l'heure est plus à la crainte qu'à la joie, là où en un instant, toute une famille peut se retrouver amputée de ses membres ou décimée. Cette année, l'odeur des gâteaux sortant du four ne traversera pas les champs de ruines. Aujourd'hui, tu ne sors plus que pour accueillir un nouveau martyr ou espérer acheter un linceul pour toi, ta fille, ton épouse, ton frère, ton oncle ou n'importe quel être cher que la mort pourrait frapper à tout moment. Les tentes et les déplacés peuplent les rues et les routes. L'occupation principale est de chercher de quoi manger. Trouver de l'eau et rester en vie est devenue mission quasi impossible. Sous blocus renforcé, plus rien ne rentre dans Gaza assiégé. Nous ne nous préoccupons ni de nourriture ni de boisson, il n'y en a pas. Comment fêter l'Aïd quand nous survivons à peine? Des familles entières ont été martyrisées, de quoi agrandir encore la tristesse déjà grande des survivants qui peinent à faire leur deuil. Toutes les maisons sont devenues des tombes. Sous leurs ruines, il y a des martyrs dont nous n'avons pas retrouvé les corps. Et il y a forcément des martyrs sous terre. Nos frères, nos cousins, nos oncles. Allah leur fasse miséricorde. C'est devenu une réalité quotidienne. Nos familles disparaissent sous les gravats. L'Aïd n'existe plus pour nous. Il n'y a plus de fête, plus de joie, plus d'espoir. En certains points de l'enclave, cependant, certains Gazaouis ont tenu à maintenir l'esprit de célébration de Eid el-Fitr à travers la tenue de la prière rituelle de l'Eid et un soin particulier aux enfants, afin qu'ils et elles puissent ressentir un peu de joie dans le marasme général du génocide. Mais la réalité rattrape constamment les efforts de résilience des Palestiniens.
L'entité scélérate mène des attaques massives et indistinguées, ciblant les civils, violant encore et encore le droit humanitaire international. Les enfants sont les premières victimes de ce massacre en cours, particulièrement depuis la reprise unilatérale sanguinaire des frappes sionistes. Dans la seule nuit du 17 au 18 mars, ils étaient 140 à quitter ce monde sur 400 martyrs. En France, la parole islamophobe se banalise, notamment dans la sphère politique et médiatique, tandis que les lois contre l'antisémitisme se renforcent. Les discours de haine à l'encontre des musulmans, eux, se multiplient sans réaction. Des figures de l'extrême droite attisent la peur et font de l'islam un enjeu électoral. Une véritable politique de 2 poids, 2 mesures. Sonia Gassi et Walid Yousfi. Si aujourd'hui vous vendez aux Français le fait de combattre l'islamisme en interdisant à ces pauvres femmes de porter le voile, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Tout l'ordre public et surtout qu'il n'y a aucun citoyen français qui ne s'est plaint de ça. Et il n'a jamais été démontré, laissez-moi juste finir, il n'a jamais été démontré que le voile contribue à l'islamisme ou que ces mères qui accompagnaient leurs enfants en sortie scolaire faisaient du prosélytisme ou quoi que ce soit. Alors que des lois strictes sont adoptées pour combattre l'antisémitisme, la France semble paradoxalement fermer les yeux face au discours de haine à l'encontre des musulmans. Des propos haineux prononcés par des hommes politiques de l'extrême droite, à l'exemple de Retailleau, Bardella, Zemmour ou encore Marion Le Pen, nourrissant un climat de stigmatisation, engendrant ainsi une politique de 2 poids 2 mesures. Les Français ne se sentent pas en sécurité, vous nous parlez d'islam. Les Français ne peuvent plus se nourrir, vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent pas à se chauffer, vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent pas à se loger ou à payer leur loyer, vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent plus à vivre de leur travail et sont à découvert, vous parlez d'islam. Pour vous, le seul problème de la France, c'est l'islam et les musulmans. Derrière un discours prônant liberté et égalité, une répression institutionnalisée se met en place, réduisant progressivement l'espace d'expression et de visibilité des citoyens de confession musulmane. Cette stratégie, qui marginalise une partie de la population, contribue à creuser davantage le fossé entre la classe politique et la société française. C'est de pire en pire et avant, c'était caché, entre guillemets, c'était... Maintenant, ils en sont fiers de faire ces déclarations-là. Et s'ils connaîtraient la moitié des femmes voilées, ça serait très bien qu'elles ne seront absolument pas atteintes par ce genre de déclarations. On ne sait pas où est-ce que ça va aller, tout ça. Leur haine contre le voilé, les mamans, les arabes. Très inégalitaire. Ça se ressent surtout, par exemple, dans les écoles. Une personne qui porte la croix, on ne va pas forcément lui parler, on ne va rien lui demander. Par contre, une personne qui va porter le voile, on va lui demander de le retirer à l'entrée. Au milieu de cette atmosphère tendue, l'extrême droite n'hésite pas à légitimer la discrimination. L'islamophobie est de plus en plus tolérée dans le discours politique officiel et devient même un instrument de division et une carte électorale. En jouant sur les peurs et en érigeant l'islam en menace, certains acteurs politiques justifient des mesures de plus en plus coercitives, éloignant la République de ses idéaux de justice et d'universalité. Un pays où le peuple lui réclame plus de justice. En Ile-de-France, une marche pour la liberté a eu lieu pour réclamer la libération des prisonniers politiques sahraouis dans les geôles marocaines. Il s'agit de la première étape d'un long périple de 3000 km devant les mener jusqu'au Maroc pour exiger le droit de visite de la militante française des droits de l'homme Claude Mangin à son époux Naama Asfari, condamné à 30 ans de prison en 2013, et pour la libération de tous les autres Sahraouis en détention arbitraire. Les participants se sont rassemblés dans la matinée sur l'esplanade de la mairie d'Ivry pour assister à des chants et danses sahraouis ainsi qu'à des prises de parole et discussions au sujet de la question sahraoui. Et puis ces expulsions à répétition, une délégation espagnole en mission d'observation et de suivi de la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental a été expulsée par les autorités d'occupation marocaines. Les membres de la délégation, qui avaient pour objectif d'observer la situation des droits humains dans les territoires sahraouis occupés ainsi que de dénoncer le pillage des ressources naturelles sahraouis par des sociétés européennes opérant sur ce territoire avec la complicité du Maroc, ont été empêchés de descendre de l'avion à leur arrivée à l'Aïoun occupé. Au Maroc, la rue gronde. Des milliers de manifestants ont battu le pavé dans plusieurs villes du pays pour dénoncer la normalisation des relations avec l'entité sioniste et exprimer leur soutien à la cause palestinienne et leur colère face à l'attitude du régime du Marzen. Une mobilisation massive qui a coïncidé avec la journée de la Terre et la journée mondiale d'Al-Quds. Rina Lohari.
La rue marocaine continue de faire entendre son rejet catégorique de la normalisation avec l'entité sioniste. Ce week-end, plus de 100 manifestations ont été organisées dans 54 villes du royaume à l'appel collectif du groupe d'action nationale pour la Palestine et le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, dénonçant l'agression en cours contre la bande de Gaza. Ces mobilisations coïncident avec la commémoration du double anniversaire ce 30 mars de la Journée de la Terre et la Journée mondiale d'Al-Quds, deux dates symboliques de la lutte palestinienne contre l'occupation sioniste. À travers leur présence massive dans les rues, les Marocains ont réaffirmé leur engagement indéfectible à la cause palestinienne et leur refus des accords de normalisation conclus par le Marzen, appelant à l'annulation de ces derniers ainsi qu'à la dissolution du pseudo-groupe d'amitié maroco-sioniste. À Rabat, Casablanca, Tanger, comme dans d'autres grandes villes du pays, les rassemblements ont été marqués par des slogans dénonçant l'agression sioniste génocidaire, la destruction des infrastructures, les déplacements forcés et la famine imposée aux Palestiniens. Cette colère populaire vise également le régime du Marzen, corrompu et en totale contradiction avec les valeurs de son peuple, préférant maintenir la normalisation avec l'entité sioniste et s'aligner sur une politique criminelle et oppressive, malgré le rejet massif exprimé dans la rue marocaine. Dans le cadre des missions des unités des gardes-côtes du commandement des forces navales visant à sauver des vies en mer et suite à la réception par le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer, aujourd'hui à 10h40, d'une demande d'évacuation sanitaire urgente de la part du Centre de coordination des opérations de sauvetage en mer d'Ankara concernant un marin de nationalité turque, membre de l'équipage du navire marchand DS Manaté, en mouillage à environ 5000 nautiques au nord et du nord-est du port de Bdjaya, après avoir subi une grave blessure à la tête immédiatement et en coordination avec le Centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer de Djidjil, en 5e région militaire, le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer a déclenché une opération d'évacuation sanitaire en mer à travers l'engagement de l'hélicoptère de recherche et de sauvetage AS-12 relevant du 560e escadron des hélicoptères de recherche et de sauvetage. Le marin turc blessé a été évacué en urgence vers l'aéroport de Béjaïa, puis transféré vers l'hôpital Khalil Amran afin de recevoir les soins nécessaires. Cette opération s'inscrit dans le cadre des missions humanitaires des unités des gardes-côtes du commandement des forces navales, reflétant les efforts déployés et leur engagement constant à intervenir pour sauver des vies humaines en mer, quelles que soient les circonstances. Chez nous, en Algérie, où les marchés de gros ont tourné à plein régime cette veille de fête de l'Aïd, les commerçants s'activent pour répondre à la forte demande en fruits et légumes. Les prix restent globalement stables malgré la saisonnalité de certains produits. Un dispositif spécial a d'ailleurs été mis en place pour éviter toute rupture d'approvisionnement pendant les jours fériés de l'Aïd. Illustration du côté de Tipaza avec Amira Sefta. À la veille de Eid al-Fitr, le marché de gros des fruits et légumes de Htatba connaît une activité intense. De nombreux marchands de primeurs s'y approvisionnent en produits frais pour répondre à la demande des consommateurs en ces jours de fête. J'ai acheté des carottes et des navets que je vais revendre au détail au marché d'El Afroun. Hier, les prix étaient plus élevés. La marchandise est disponible, même si ce n'est pas la saison pour certains légumes. Et les prix sont abordables. Par exemple, la tomate est à 70 dinars et la courgette à 40 dinars. La demande accrue des fruits et légumes à la veille de l'Aïd pousse les grossistes à garantir des stocks suffisants et des prix compétitifs. Ce marché sera ouvert le premier jour de l'Aïd dans l'après-midi ainsi que le deuxième jour. Tous les commerçants ont acheté des produits maraîchers pour les 2 jours de l'Aïd. Le marché de gros de fruits et légumes de Htatba sera mobilisé ainsi que les grossistes qui y exercent avec un total de 59 mandataires. Ensuite, 1428 activités commerciales seront maintenues dont 689 dans le secteur alimentaire durant les 3 jours de l'Aïd. Le marché restera ouvert, cette mobilisation ayant été décidée pour garantir la permanence et assurer l'approvisionnement. Cette effervescence traduit l'importance stratégique du marché de Htatba dans l'approvisionnement des marchés de détail et des marchands de primeurs des wilayas de Blida, d'Alger et de Tipaza, leur permettant ainsi de garantir un approvisionnement régulier et suffisant en produits maraîchers pour les citoyens. Chaque jour, des milliers de sacs en plastique finissent au centre d'enfouissement technique de Hamissi.
Plutôt que de polluer la nature, durant des siècles, ces déchets sont recyclés. Une seconde vie pour ces matières dans un processus qui mobilise des dizaines de travailleurs spécialisés, plus d'une centaine à vrai dire. Il s'agit là de réduire l'impact du plastique sur l'environnement et de favoriser une économie circulaire. Yamina Saïdi. C'est ici, au centre d'enfouissement technique de Hamissi, de l'entreprise Gessetal, qu'atterrissent chaque jour des dizaines de milliers de sachets en plastique. Ils sont triés puis transformés en granulés pour être recyclés par la suite et leur donner ainsi une nouvelle vie. À noter qu'un sac en plastique mettra entre 200 et 400 ans à se dégrader dans la nature. Les déchets plastiques représentent environ 16% des déchets ménagers. Ils comptent parmi les déchets les plus dangereux pour la planète en raison de leur effet néfaste, tant sur la santé humaine que sur l'environnement. C'est pourquoi nous avons mis en place une stratégie visant à trier les déchets plastiques, y compris les sacs, afin de les traiter et de les valoriser en les transformant en matières premières secondaires. Des agents spécialisés dans le recyclage des déchets veillent à assurer le bon déroulement du processus au sein du centre. On récupère les matériaux recyclables et cette opération est assurée par une équipe d'environ 114 travailleurs. Chacun d'entre eux est formé dans une spécialité bien précise. Nous recyclons des sacs en plastique pour les transformer en matière brute. Nous avons évidemment bénéficié d'une solide formation dans le domaine. Le centre participe activement et directement à la protection de l'environnement, en réduisant l'impact des déchets ménagers, notamment le plastique. Préserver et transmettre, c'est ce que font ces femmes et ces hommes pour protéger leur environnement, mais aussi leur histoire. Direction Zemmoura, à Bourj Barrid, une ville au riche héritage architectural et spirituel. Ici, chaque ruelle, chaque pierre raconte un pan du passé. Non loin de là, le village d'El Ghlia perpétue une tradition ancestrale à travers sa zaouia, qui depuis des siècles accueille des étudiants venus de tout le pays. Un patrimoine vivant qui fait rayonner l'identité de cette région. Nichée dans la région de Bourj Barrid, la ville de Zemmoura se dresse telle une forteresse imprenable, telle une cité au carrefour des civilisations. Fondée il y a près de 2000 ans, Zemmoura a su préserver son identité à travers les âges, notamment par son patrimoine architectural et de ses mosquées, véritables symboles de la spiritualité et de l'histoire de la région. C'est la mosquée Abi Hidous, l'une des plus anciennes de la région. Elle porte le nom du cheikh Abou Hidous, qui est originaire du village de Hidoussa à Betna. Il était l'un des savants érudits de la région. À quelques kilomètres de la ville de Zemmoura se dresse le village historique d'El Ghlia, un lieu emblématique, connu aussi pour sa mosquée ancestrale et sa zaouia, dont l'histoire remonte à plusieurs siècles. Selon ce qui nous a été transmis à travers les générations, le village aurait été fondé il y a environ 800 ans, avec l'arrivée d'un Syrien en provenance de Homs en Syrie. La zaouia d'El Ghlia est restée un haut lieu du savoir et de spiritualité, accueillant des étudiants venus des quatre coins du pays, qui peuvent bénéficier d'une prise en charge complète, hébergement, nourriture et formation religieuse. Témoin d'un riche héritage architectural et culturel, El Ghlia, comme Zemmoura, reflète l'authenticité du style architectural de la région. Aujourd'hui encore, cette région reste l'un des sites religieux et historiques les plus influents de l'Est algérien. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée avec la suite de le programme sur Canal Algérie. Et à demain, 17h.